Bonjour à tous. Donc là, je suis connecté dans l'interface d'administration d'Olfeo SaaS, donc un ensemble de microservices répondant à nos valeurs que vous connaissez ou sur lesquels on vous a rafraîchi il y a quelques secondes, minutes. C'est donc une offre souveraine. Cet ensemble de microservices est réparti dans plusieurs data centers en France et souverain, avec une vision européenne, en objectif à moyen terme. Une fois logué, vous tombez sur cette landing page qui, en haut à gauche, vous présente nos best practices déjà. Ce que l'on a appelé audit de la configuration, en gros, ce sont nos best practices. Avez-vous bien bloqué les sites dangereux connus? Avez-vous bien bloqué les sites pour risques réglementaires pénaux? Avez-vous bien activé le déchiffrement et l'antivirus de flux? Et pour finir, ce qui est le plus important, le gros différenciateur, c'est la règle finale. Et donc, cette approche trust-centrique, soit le fait de bloquer le pourcent de sites que nous ne connaissons pas, ce pourcent qui, on espère, restera 1%, et qui évolue tous les jours avec la facilité qu'ont les attaquants à créer de nouvelles URL que l'on retrouve, comme c'est dit dans le chat, dans évidemment beaucoup de campagnes de phishing, que ce soit directement dans le body du mail ou dans un fichier joint qui va faire des appels HTTP par la suite. À droite, une base documentaire avec des livres blancs sur des sujets connexes importants, le juridique, la sensibilisation des utilisateurs, pour exemple, et la base de connaissances sur les derniers articles ou les articles les plus consultés. En dessous, moi j'appelle ça un brief pour dire un résumé de la configuration en place dans le tenant qui vous appartient et que vous partagez peut-être avec une fille, un confrère. On peut, avec cette offre, derrière un seul tenant, avoir plusieurs entités, plusieurs annuaires. On voit ça par la suite. Donc on a quelques objets d'annuaire, quelques objets de politique, quelques objets liés à l'antivirus, etc., etc. Et tout en bas, le pilier facteur humain auquel on tient avec quelques informations sur certaines fonctions, voire un produit. La première des choses qu'il faut faire, et on vous l'a dit à minima à 2 reprises précédemment, la solution est très simple, c'est d'aller récupérer les groupes et utilisateurs pour lesquels on va vouloir apporter de la valeur. Donc filtrer, sécuriser le système d'information globalement et aussi loguer les traces de ces utilisateurs. On est compatible pour la récupération des groupes et utilisateurs, la phase de synchronisation, avec Active Directory on-premise que vous connaissez, je pense. Dans ce cas-là, on va vous demander d'installer un petit agent sur une machine Windows, un serveur membre qui va faire des requêtes LDAP locales, récupérer les groupes et utilisateurs qu'on a mis dans le filtre LDAP et poster ensuite ces données-là dans le tenant que l'on voit ici, qui est votre tenant, ou qui serait votre tenant. Si vous êtes en Azure AD, c'est encore plus simple parce qu'on a déjà une application d'entreprise dans le catalogue Microsoft. Si vous cherchez Olfeo SaaS, vous nous trouverez. Et on a juste à échanger quelques données, une tenant URL, un jeton secret. On clique, copier, coller, et à partir de ce moment-là, les groupes et utilisateurs sont postés de l'application d'entreprise dans Azure AD vers notre solution. Donc ça, c'est l'étape de synchronisation. Pour l'authentification, qui dit ça, se dit souvent SAML. SAML V2, c'est le protocole premier sur lequel on s'est arrêté, qui est très répandu. Si vous êtes on-premise, il faut un IDP. L'IDP natif dans les environnements Active Directory, c'est le rôle ADFS. Soit vous le déployez, vous le configurez, vous l'exposez sur Internet, soit vous avez un autre IDP ou vous installez un autre IDP de votre choix, que ce soit une offre commerciale ou open source. Et en fait, en général, on bute ou on a pas mal de difficultés à faire cette configuration SML entre le SP, le service provider, notre solution, et l'IDP, qui est le serveur d'authentification. Et nous, on a essayé de transformer l'expérience, de la faciliter encore une fois avec des petits boutons. Voilà, ici, clac, 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 on copie, on colle de l'autre côté, on fait l'inverse, on importe les métadonnées, et théoriquement, l'authentification se met à fonctionner. Et si ça fonctionne, on a des témoins pareils ici
qui passe au vert. Je reviendrai sur cette interface dans quelques secondes. Un autre élément de configuration qui est absolument nécessaire est le script de proxy, soit la gestion du trafic, les destinations pour lesquelles soit on a décidé de ne pas avoir d'intérêt, on n'apporte aucune valeur, soit que l'on ne pourrait pas, quoi qu'il en soit, aller chercher. Concrètement, on est une solution SaaS dans ce que je vous démontre, on ne pourrait pas aller chercher un flux local. Si vous avez des intranets et autres, on ne pourrait pas aller les chercher et analyser. Les scripts de proxy, proxy.pack, wpad.dat, ce genre de script-là, c'est compliqué. Et on a décidé de ne plus laisser l'administrateur y toucher, hein, c'est du JavaScript par défaut, parce que à ma position et responsable du support, je vois très souvent des erreurs, et quand il y a des erreurs sur le script de proxy, plus rien ne fonctionne en fait. Il n'y a plus de navigation, il n'y a plus de filtrage, il n'y a donc même plus de production parce que tout est web aujourd'hui ou une bonne partie. Donc vous rentrez des domaines, vous rentrez des wildcards, vous rentrez des IP, vous rentrez des applications. Et évidemment, par défaut, tout ce qui est RFC 19-18, ça n'a pas à remonter chez nous. Donc pilotage assez simple, de manière unitaire. Soit ici, je vais aller rentrer une IP, un domaine, un wildcard, soit je vais ici renseigner une liste de destinations qui ne doit pas passer par notre solution. Quand j'ai fait ça, je vais décider où l'appliquer, sur quel annuaire. On pourra avoir plusieurs annuaires avec plusieurs entités derrière la même licence. Donc j'édite, je vais dans la partie agent de poste, je sélectionne le script de proxy, et automatiquement, une URL de configuration est générée. Cette URL va servir à un agent qui est à installer impérativement sur les postes. Okay ? Dans cette section, on voit aussi que l'on peut forcer, et ce qu'on vous conseille, l'installation du proxy au niveau système. Ça veut dire que une fois que l'on installe l'agent qui est disponible pour Windows 10, 11 ou pour Mac, Intel ARM, avec ce seul paramètre qu'on a vu précédemment, qui est une URL, un tableau JSON qui comprend plein de paramètres et qu'on peut inclure d'ailleurs dans le package MSI, l'agent, je dirais, est quasi prêt, c'est tout faire. Il reste une seule chose, c'est à l'utilisateur s'authentifier la première fois. L'agent, il applique les paramètres proxy, il les réapplique s'ils ont changé. Il récupère le certificat de déchiffrement et les certificats à venir, parce qu'il y a une vie dans les certificats. On a un certificat, il a une date d'expiration, à un moment donné, il va falloir le changer, et nous, on va le récupérer et le réappliquer. Donc, on n'a plus X GPE ou paramètres de télédistribution à poster sur les postes utilisateurs. L'agent, il va aussi donc gérer cette séquence d'authentification. Il va prendre le trafic envoyé par l'utilisateur. La première fois, il va être redirigé vers l'IDP. L'utilisateur va se loguer, login, mot de passe. Ça peut même être parfois transparent. Il y a un token qui va être récupéré et qui sera automatiquement ajouté dans l'entête HTTP des futures requêtes pour que l'on puisse reconnaître l'utilisateur et bien loguer ses accès. Donc, petit agent assez léger qui reste à un niveau haut du système. Il ne rentre pas dans les couches réseau basses pour éviter les perturbations avec d'autres agents type client VPN par exemple. Donc les objets graphiques là, que l'on voit ici, vous le verrez, on les retrouve un peu partout, encore une fois, pour les questions de simplicité. L'œil, vous l'avez compris, c'est pour voir la configuration. Okay, et puis le petit crayon, c'est pour éditer. Dans gestion du trafic, on vous pose aussi une question à la fin. Que souhaitez-vous faire si jamais on a un blackout? Je vous l'ai dit, on a plusieurs data centers, on est hautement disponible, mais on n'est pas à l'abri un jour d'une erreur, d'une problématique autre qui toucherait l'ensemble des data centers. Soit vous souhaitez laisser l'accès Internet non filtré, soit vous bloquez tout accès Internet. Dans liste de domaines, en dessous, c'est là où on va créer des listes particulières, des listes noires, des listes blanches, pour des cas vraiment particuliers, propres à votre entité et qui ne prendraient pas en considération derrière nos catégories pour les URL que vous renseignez.
vous avez des destinations que vous souhaitez absolument bloquer, qu'importe la catégorie, ou l'inverse, absolument autoriser, qu'importe ce que l'on en considère. C'est aussi là où on va rajouter certaines, et ça suit le même format qu'on a vu précédemment, c'est aussi là où on va pouvoir rajouter des destinations pour lesquelles techniquement, et je dis bien techniquement, on ne peut pas déchiffrer. Donc, vous voyez, la logique d'administration, très simple. C'est exactement la même chose que ce qu'on a vu dans gestion du trafic. L'idée est de vous faire dépenser le moins de temps au jour où tout est digitalisé, si je puis dire, et où vous, vos équipes ont de plus en plus de charges avec ces outils-là. Dans déchiffrement TLS, SSL, en tout cas, c'est le protocole aujourd'hui majoritairement visible sur Internet, dans différentes versions. Simplement, on active ou on désactive. Ça, c'est technique. Il y a évidemment un protocole avant ça à mettre en place, de communication auprès des utilisateurs, auprès du CSE. Et par défaut, regardez, tout ce qui est banque, assurance, caisse, santé, on n'y touche pas. D'accord? On ne doit pas y toucher. La CNIL, l'ANSSI ont écrit des choses à ce sujet. Et pour bien respecter, il faut une base de qualité, il faut une base assez locale. Sinon, avec un acteur UTM ou un acteur spécialiste étranger, il y a beaucoup de chances pour qu'une destination banque, assurance, caisse ou santé soit déchiffrée. Et en dessous, on voit d'autres listes qu'on a vues précédemment, qu'on a décidé d'exclure, mais plus pour des raisons techniques. Dans antivirus, ici, même logique, j'active ou je désactive. Évidemment, l'antivirus fait sens à partir du moment où on a activé le déchiffrement TLS. Et je peux aussi rajouter des exclusions sur des listes particulières si à un moment donné, il y a un accès sur un site qui est soit sujet à un faux positif ou qui ne fonctionne pas pour une raison qu'on n'a pas encore identifiée, mais qui à première vue est liée à l'antivirus. En termes de logique d'administration des politiques, on a changé, pour ceux qui nous connaissent, la philosophie. On n'est plus sur une pyramide inversée, on est sur une approche top-down, comme on retrouve sur les firewalls et tout un tas d'autres produits, encore une fois, pour des questions de simplicité. On a des politiques comprenant des règles, lues de manière séquentielle. On présente un contexte au moteur. Si ça match, on s'arrête. Sinon, on passe à la règle ou aux politiques suivantes. Donc, 1, 2, 3, 4, avec un état active ou inactive, et puis une règle finale. Vous savez, le deny, any implicite qu'on a souvent sur les firewalls. Si cela n'a pas matché, alors ça matchera cette règle. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut autoriser, on veut bloquer, ou on suit la grosse recommandation, le gros différenciateur de l'FEO, on bloque les sites inconnus. Je vous montre comment on édite ou on crée une politique. C'est exactement la même chose. Là, je vais éditer la première. J'ai un stepper. 1, 2, 3. Donc, je suis guidé. Je ne peux théoriquement pas me tromper. Non-description. Suivant. Là, je vais aller chercher l'annuaire ou le groupe ou l'utilisateur, bref, une combinaison de cela pour le ou lesquels je vais vouloir bloquer ou autoriser une destination. Si je vais dans les destinations, j'ai donc là la puissance de notre base de données, avec toutes ces thématiques, avec à l'intérieur des catégories. Là, j'ai pris la thématique risque pénal, la première, donc on voit différentes catégories, peer-to-peer, avec des articles de loi, on voit alcool, tabac, condamné, enfin bref, vraiment toute notre force, risque de sécurité. Et pour vous dire, je vous montre rapidement aussi ce qu'est le trust centric, c'est bloquer les IP et les URL non classées, le pourcent globalement que nous ne connaissons pas. Donc là, je vais chercher des destinations thématiques, catégories ou des listes particulières. Et je vais sélectionner une action. Est-ce que je veux bloquer simplement? Est-ce que je veux bloquer avec outrepassement soit le fait de communiquer à l'utilisateur, de l'interpeller, mais de lui permettre d'aller plus loin via un bouton? Je vous le montrerai juste après. Si on a configuré l'outrepassement, on peut configurer, paramétrer une durée. Est-ce que c'est vrai pour 5 minutes, 1 heure ou 24 heures? Et quelle est la portée? Est-ce que l'outrepassement a touché uniquement le domaine de destination ou est-ce qu'il a touché
l'ensemble de la règle dans laquelle se trouve ce contexte. Et puis sinon, je peux évidemment autoriser. Si je veux rajouter une règle, je clique ici. C'est très simple. Je retourne dans politique de filtrage. Par défaut, une politique arrive comme ça. Comme ça, c'est inactive. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas qu'elle vienne perturber une production. Donc, on va vous demander de cliquer sur modifier l'ordre. Vous la prenez, vous la mettez au bon endroit et vous cliquez sur le bouton switch, vous faites appliquer et elle rentre en production. Donc, assez simple. Si jamais, à un moment donné, vous avez une URL à bloquer, que vous ne savez pas trop dans quelle catégorie ou thématique elle match, ici, il y a un testeur d'URL. Vous rentrez l'URL et on vous retourne thématique ainsi que catégorie. Dans sensibilisation, on va retrouver la charte informatique, fonction bien appréciée, assez historique de nos utilisateurs, qui va vous permettre, lors de la première connexion de vos utilisateurs, d'avoir une page de ce type-là. Le logo de votre structure, le nom de l'utilisateur, le verbe de votre choix, votre charte et des boutons, comme ici, permettant d'aller plus loin. Tant que l'utilisateur n'a pas fait ça, il ne peut pas aller plus loin et donc naviguer. Vous, administrateur, avez cette vue. Vous avez une première stat ici, vous savez combien de personnes n'ont pas signé, combien ont signé, et si vous voulez des précisions, petit picto, CSV qui est récupéré avec différentes colonnes comprenant prénom, nom, login, date, heure, et puis état. Est-ce qu'il a signé ou est-ce qu'il n'a pas signé? Et ici, c'est la partie édition. On va sélectionner une population pour laquelle on veut présenter la charte et puis ce qu'on va mettre à l'intérieur. Donc, on peut avoir plusieurs chartes, on peut faire évoluer les chartes. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que certains de nos clients détournent le fonctionnel initial de la charte pour faire passer des messages de service quand ils en ont besoin, sachant que les utilisateurs sont principalement aujourd'hui derrière des navigateurs. Il y a une maintenance, il y a même un événement pour les plus petites structures, ils passent par là, le message arrive, ils ont une stat, ils savent si les 3/4 ou plus des utilisateurs ont vu l'information et donc décident de procéder ou non à la maintenance. Les pages de sensibilisation, c'est le fait de ne pas frustrer les utilisateurs quand on a décidé de ne pas leur permettre d'aller plus loin, mais plutôt de les éduquer, de leur faire passer des messages afin d'éviter qu'ils recommencent. C'est vraiment du facteur humain, c'est ce maillon de la chaîne. Ici, ce que l'on voit, c'est quelques destinations pour lesquelles on a et où on vous conseille d'avoir des pages différentes. N'allez pas créer 15 ou 20 pages différentes, vous ne les maintiendrez pas. Et ce qui est important pour nous, c'est de les maintenir, de les faire changer, parce que si elles ne changent pas, les utilisateurs ne lisent plus et donc l'effet escompté n'est plus là. Vous prenez 5-6 destinations, on vous conseille les principales bloquées. Et à l'intérieur, on va avoir un petit éditeur comme ça. On va pouvoir mettre un logo, où on va pouvoir mettre du verbe, où on va pouvoir mettre des variables, d'URL, de description de catégorie, de nom d'utilisateur. Concrètement, ça ressemble à ça. Hop, là, je vous le mets l'outrepassement. Pareil, le logo de votre entreprise, le nom de l'utilisateur, du verbe. Il peut y avoir de l'article de loi, il peut y avoir tout un tas de choses. Un fonctionnel approfondi arrivera avec le temps. On a en idée de réintégrer des vidéos comme on le fait en on-premise, de reprendre peut-être des bouts de charte, ce genre de choses. Et là, vous voyez le bouton poursuivre. Mais il faut vraiment que ce soit contextuel, que ça interpelle. Et si vous pouvez faire changer ça au semestre, dire OK, je reprends 1h30 pour changer le logo, pour changer un petit peu le fond, c'est bien car ils liront de nouveau. Dans outils, on va avoir le testeur d'URL, je vous l'ai montré quand on était dans la partie filtrage, le journal de navigation. Sachez que nous conservons les données de navigation 366 jours pour les utilisateurs qui passent par la plateforme. En cas de réquisition juridique, voire de démarche RH, de retour d'expérience qu'on a déjà eu, on l'utilise, on rentre des données, on clique sur exporter, et là on a un CSV pareil avec des données brutes, vraies, qui prouvent que tel utilisateur a été sur tel site tel jour. Donc ça, c'est plutôt un outil, je dirais,
juridique. Dans diagnostic, on a plutôt un outil technique. Là, ça va permettre de répondre à une problématique vécue par un utilisateur. On va rentrer quelques paramètres. Marc, pour exemple, ici, voilà, paf, c'est lui qui a ouvert le ticket. On va aller essayer de voir dans son ticket si on comprend la destination qui aurait pu poser problème. Si on ne l'a pas, on n'est pas obligé de mettre ces champs-là. Et en cliquant sur consulter les logs, on va rentrer dans un autre produit, entre guillemets, une instance Kibana propre tenant, avec des données techniques qui sont conservées 30 jours, qui vont éviter de devoir rappeler l'utilisateur pour rejouer la séquence. On va avoir un niveau de profondeur des données qui est quand même assez élevé et permet de bien comprendre. Je vais vous montrer globalement, si vous voyez toujours. Là, c'est en train de charger. Je rentre dans un tenant Kibana. Gabor, tu confirmes? Vous voyez bien? Parce que parfois, selon les outils, les autres fenêtres, je trouve pas. Alors, pour le moment, on ne voit que Orfeo SAS. D'accord, ok. Alors, je vais juste changer le partage. J'en profite pour faire le pénible. Il te reste à peu près 5 minutes, Farid. Ok, ouais, on est bien. Un peu de temps aux questions à la fin. Ça marche. Je voulais juste montrer rapidement. Là, je pense que vous voyez une autre interface. Oui, c'est bon. Donc là, ce sont des données techniques. On a plusieurs filtres à droite de période. À gauche, ici, je peux rentrer dans un tas d'attributs assez profonds liés aux services que l'on rend et aux protocoles avec lesquels on travaille. Donc là, dans la démonstration, évidemment, je ne sais pas vous montrer de données réelles d'utilisateurs, mais c'est un outil assez puissant vous permettant de troubleshooter des situations utilisateurs. Je vous montre une dernière chose. Hop. Dans tableau de bord, j'y retourne. Statistiques. Ici, après un passage en production, on va pouvoir prendre un peu de recul, comprendre comment la navigation vie, entre guillemets, chez vous, se déroule. Le nombre d'utilisateurs, le nombre de hits. On a des tops sur le risque pénal, risque de sécurité, les domaines inconnus, les domaines les plus consultés, les catégories les plus consultées. On va voir ce fameux taux de reconnaissance. Là, on le voit dans la démonstration, il est à 99,75. Si on veut des précisions, on va simplement cliquer et rentrer dans un niveau de profondeur lié au sujet précédent. C'est du drill down. Et si à un moment donné, on a besoin de savoir qui est l'utilisateur, on clique sur ce bouton-là et les données sont transformées. Pour des raisons de confidentialité, de réglementation, sans mettre RGPD à toutes les sauces, on n'affiche pas par défaut l'utilisateur lié à une activité. Il faut vraiment que ce soit motivé pour aller chercher cette information-là. Donc voilà, globalement, moi, ce que je voulais vous démontrer.